Une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. C'est pas moi qui le dis, c'est le statisticien américain Steven Stigler qui a énoncé cette loi en 1980. Dans cette série de vidéos, on vous présente certains concepts ou certaines pratiques générales qui sont à la base de la diffusion de certaines idées reçues. Et le générique ? Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Stigler pour sortir une énormité pareille? Il y a forcément des découvertes scientifiques qui portent le nom de leurs auteurs. Prenons par exemple le nombre de l'air. Vous savez, le fameux E dans les exponentielles et les logarithmes népériens qui vaut approximativement 2,7. On peut arrondir à 3 quand on est ingénieur. Ça doit bien être l'air qui l'a décrit. Eh bien en fait, absolument pas. Il a d'abord été utilisé par Leibniz et Huygens au siècle précédent Euler. Et puis ça ne s'arrête pas là, il s'avère que sa découverte est attribuée à Bernoulli, 10 ans avant qu'on ne le voie apparaître dans les correspondances de Leibniz et Huygens. Bon, et le diagramme de Venn, c'était bien Venn par contre. Encore perdu, c'est bien Venn qui les a popularisés, mais en se basant sur les cercles eulériens, proposés par Euler, justement. Et le paradoxe de Fermi? C'était Tsiolkovsky. Bon, on ne va pas jouer à ça trop longtemps. Pour reprendre des éléments que nous avons déjà abordés, Thalès et Pythagore sont des exemples parfaits de la loi de Stigler. Les théorèmes qu'on leur attribue étaient connus et utilisés plusieurs centaines d'années avant eux. Mais il y a effectivement des contre-exemples à la loi de Stigler. On peut citer rapidement les lois de Kepler en astrophysique et les lois de Mendel sur la génétique. Ah, donc factuellement cette loi n'est pas vraie. Si tu veux, mais le réel intérêt de cette loi, c'est qu'elle nous questionne sur la manière parfois un peu hâtive dont on attribue des événements ou des découvertes à quelqu'un. La loi Stigler en est un parfait exemple puisqu'elle s'applique à elle-même. Ces principes ont été décrits de manière implicite dans les travaux du sociologue américain Robert Merton. Mark Twain le décrit d'ailleurs très bien. Il faut 1 millier d'hommes pour inventer un télégraphe, une machine à vapeur, un phonographe, une photographie, un téléphone ou toute autre chose importante, et le dernier homme obtient le crédit et nous oublions les autres. Il a ajouté sa petite graine, c'est tout ce qu'il a fait. Ces leçons sur les objets devraient nous apprendre que 99% de toutes les choses qui proviennent de l'intellect sont des plagiats purs et simples. Et la leçon devrait nous rendre modestes. Mais rien ne peut faire ça. Je vois. La conclusion, c'est qu'une découverte, ce n'est jamais qu'une seule personne. Sauf qu'on a tendance à beaucoup simplifier pour rendre les faits marquants. Ici, on prend un événement multifactoriel et pour qu'il tombe dans la postérité, on en fait la découverte ou l'invention de Monsieur X, mais rarement de Madame Y. Mais faisons également attention aux raccourcis. Ces lois, théorèmes et découvertes mal nommées ne le sont le plus souvent pas consciemment. Souvent, quand on nomme quelque chose en l'honneur de quelqu'un, on ne cherche pas forcément à récompenser la découverte, mais plutôt sa popularisation. Mais d'ailleurs, j'y pense. Dans une de nos vidéos précédentes, on avait parlé de l'effet Mathieu, et c'est sensiblement la même idée. Pour rappel, comme on l'a vu dans notre vidéo sur les citations, on a cette citation justement de l'Évangile selon Matthieu, qui dit que « On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Cette phrase est très intéressante car elle nous explique pourquoi certains noms sont choisis plutôt que d'autres pour retenir une découverte. Et ce qui est beau, c'est que cet effet s'applique partout, pas nécessairement en sciences. Alors certes, un scientifique célèbre va plus facilement récupérer les lauriers pour une découverte faite dans son équipe, parce que son nom est déjà connu et ça fait bien en haut de l'article ou dans la presse. Mais ce n'est pas tout. Sur un plan économique, il est plus facile de gagner de l'argent quand on en a déjà beaucoup. Sur un plan social, il est plus facile de rencontrer de nouvelles personnes quand son cercle est déjà large. Et sur un plan de fame dans le YouTube game, il est plus facile de faire beaucoup de vues quand on fait déjà beaucoup de vues. D'ailleurs, n'oubliez pas de partager. Cet effet Mathieu, donc, a été décrit par le bon Robert Merton dans une publication de 58, le même qui a décrit la loi de Stigler avant Stigler. Il explique le fait qu'un scientifique, déjà renommé et honoré, sera plus cité qu'un scientifique inconnu. Il ajoute aussi des implications sociales à cet effet. Des scientifiques plus connus seront plus souvent cités, et ces scientifiques auront plus confiance en eux de par leur notoriété. Ce qui crée une boucle de rétroaction positive. Donc au final, plus on est célèbre, plus on nous attribue de choses. Plus on est encore plus célèbre, plus on nous attribue encore plus de choses. Plus on est encore plus célèbre, plus on nous attribue encore... Arrête maintenant! Bon, cet effet est tout de même vachement pervers, mais il a un penchant
encore plus sournois. Et qu'est-ce qui pourrait être encore plus sournois qu'attribuer faussement quelque chose à quelqu'un sous prétexte qu'il est connu? Eh bien par exemple, attribuer quelque chose à quelqu'un sous prétexte que c'est un homme? L'effet Matilda désigne le déni ou la minimisation récurrente, sinon systémique, de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Le nom de cet effet nous vient d'une militante féministe américaine du 19e siècle, Matilda Joslyn Gage. En plus ici les exemples sont faciles, il suffit de demander à littéralement n'importe qui de citer 3 femmes scientifiques à part Marie Curie. Essayez d'ailleurs dans les commentaires sans tricher sur Google. On peut aussi remarquer que les lauréates de prix Nobel ne sont qu'une cinquantaine face à plus de 800 hommes. Mais alors pourquoi les femmes se retrouvent-elles oubliées des honneurs scientifiques? Là, plein de facteurs existent, allant de la construction sociale, dans les sciences, et surtout dans les sciences dures, jusqu'à la misogynie pure et simple. On peut aussi trouver des raisons historiques à cette mise de côté. En effet, jusqu'à la fin du Second Empire, les femmes n'avaient tout simplement pas accès à une éducation supérieure. On peut lire dans la revue Travail, Genre et Société la citation suivante d'un professeur des universités dans les années 30. Si on me demandait quelle est la plus grande révolution à laquelle nous avons assisté de nos jours, depuis la guerre, je ne dirais pas que c'est la mode des cheveux coupés et des jupes courtes, mais l'invasion de l'université par les femmes, ou rarissime au temps de ma jeunesse, il y a 30 ans, elles ont d'abord été tiers, puis moitié, puis les 2 tiers, au point qu'on se demande avec inquiétude si, après avoir été jadis nos maîtresses, elles ne vont pas devenir nos maîtres. Mais dis-moi Yanis, tu reprendrais bien un petit bol de misogynie avec tout ça? C'est assez dingue. Bon, que peut-on conclure de tout ça? On donne le nom du dernier qui a parlé quand on nomme une découverte, si ce dernier est un homme connu. J'estime que quand même, quand on a un petit peu de savoir-faire en tant que scientifique, on n'écoute pas le dernier qui a parlé. Nous ne sommes pas à l'abri en science des mécanismes de reproduction sociale. On assoit plus facilement notre place au sein de la communauté scientifique lorsqu'on est déjà bien établi. Ou qu'on possède un pénis. Ces phénomènes sont toujours présents et prennent aujourd'hui des formes bien diverses. Par exemple, la place des auteurs dans les publications scientifiques, qui a une signification très particulière. L'ordre des auteurs est bien souvent décidé à la discrétion de ces derniers, sur des considérations parfois très subjectives de ce qu'est l'implication, donc ne reflètent pas forcément la réalité de leur travail. Gardez ces choses en tête lorsque vous lirez que machin a découvert tel ou tel truc, ou que bidule a inventé telle ou telle chose. Bien souvent, machin et bidule n'ont jamais été seuls dans ces découvertes. Sortez ouvert!